2026 s'annonce comme l'année du tournant S au Gabon. S comme serrer la ceinture avec une réduction budgétaire de 12,1%. S comme sélectionner les priorités dans un contexte de transition post-référendum. Et S comme soulager les populations qui attendent des effets concrets de la rigueur affichée. La loi de finances fixée à 6 358,2 milliards de francs CFA n'est pas qu'un exercice comptable. Elle devient le miroir des ambitions et des contraintes d'un gouvernement en quête de crédibilité et de légitimité. Comment la loi de finances 2026 va-t-elle à la fois concilier discipline budgétaire et attentes sociales en garantissant des investissements prioritaires tout en préservant la confiance des citoyens dans un contexte de transition politique? Ce 6e numéro donc de GouVactu le MAG se propose de décrypter la loi de finances 2026, l'équilibre budgétaire, les priorités sectorielles et la traduction humaine et sociale pour les populations. Merci pour votre fidélité renouvelée à GouVactu le MAG sur Gabon Première. GouVactu le MAG, vous le savez, est une initiative de secrétariat général du gouvernement afin que les ministres concernés par ces projets, on va le dire, projets prioritaires initiés par le président de la République, eh bien, viennent sur cette tribune expliquer tout cela ou expliquer leur avancement aux Gabonais. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bonsoir chez vous. Alors tout de suite, je m'en vais vous présenter nos invités, les principaux en tout cas, puisqu'on parle de loi de finances. Le lead ce soir n'est autre que le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Vous l'aurez compris, monsieur Henri-Claude Ohima. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir une seconde fois. Merci. Sur cette tribune. Allez, à vos côtés, Madame le ministre de la Planification et de la Prospective. Il faut préciser qu'elle assure également dans ce gouvernement l'intérim au ministère du Pétrole et du Gaz. C'est bien cela. C'est Madame Louise Mvono. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, heureuse d'être ici. Voilà. Vous également, vous n'êtes pas, ce n'est pas la première fois que vous venez sur cette tribune de GouVactu le MAG. Monsieur le ministre d'État, vous n'êtes pas seul, Madame le ministre. Vous avez certains collaborateurs avec vous. Nous allons vous laisser la latitude de les présenter à la population. Bien, écoutez, nous sommes accompagnés par le directeur général de la comptabilité publique du Trésor, Monsieur Luther Abouna Yangui, le directeur général des impôts, Monsieur Eric Bouma, le directeur général des douanes, puis c'est comme ça qu'on l'appelle, M. Hugues Wonchambi. Nous avons Wilfried Mangala, qui est le directeur général du budget. Voilà donc les collaborateurs qui sont avec moi sur le plateau. Madame. Madame, vous également, vous avez des collaborateurs. Absolument. Alors, je vais commencer par M. Vulgain Angébé, qui est donc le commissaire général au plan. D'accord. Et puis ensuite, vous l'avez dit, je suis également ministre du pétrole et du gaz pendant la période intérim. Donc, j'ai avec moi M. Yokot, qui est directeur général au ministère du pétrole et du gaz. D'accord. M. Meignier, qui lui est conseiller spécial en matière de stratégie. Et il y a la directrice des investissements publics au commissariat général au plan également. Voilà. Merci en tout cas pour cette présentation. Messieurs, madame, merci d'être là et bienvenue donc sur ce plateau. Allez, tout de suite, monsieur le ministre d'État, puisque nous parlons de loi des finances, ça c'est un tout petit peu le jargon en économie, en budget, en finance, en banque. Le Gabonais qui nous regarde ce soir aimerait savoir c'est quoi la loi de finances. Comment est-ce qu'elle se compose? C'est quoi la loi des finances? Bien, merci. D'abord, avant de commencer, je voulais relever deux petits mots que vous avez utilisés dans votre recherche de S. La recherche de la crédibilité et légitimité. Le gouvernement gabonais est issu des élections présidentielles, dont le chef d'État a été élu à plus de 94,85%. Donc c'est un gouvernement qui est légitime. Il est crédible parce que les actions que nous menons aujourd'hui sont en droite ligne avec le projet d'entreprise, le projet de société qui amène le président à être élu par les Gabonais. D'accord. Donc la crédibilité et la légitimité, nous l'avons. Maintenant, c'est quoi la loi de finances? La loi de finances est un mot
communément accepté par les économistes, qui veut dire le budget de l'État. Tout agent économique, toute entreprise, en pareil moment, définit ce qui doit venir pour l'année prochaine. Les entreprises appellent ça le budget. L'État appelle ça une loi de finances. C'est un budget. Mais la différence entre les deux, c'est que le budget de l'État, il est voté par les parlementaires. Et les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc c'est une notion qui est très importante pour nous dans tout le déroulé de notre émission. Oui. C'est que tout ce que nous faisons est adopté par les parlementaires. Les deux chambres. Les deux chambres du CAP. Et les deux chambres doivent voter ce document en termes identiques. Donc c'est la loi que nous respectons. C'est-à-dire lorsque nous posons un acte qui n'est pas prévu dans ce document, les Gabonais ont l'habitude d'appeler ça le hors-budget. En fait, nous sommes hors la loi. Et comme nous sommes des légalistes et que nous souhaitons rester dans le cadre de la loi, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui en train de vous expliquer ce que la loi a prévu pour le Gabon en 2026. Alors, qu'est-ce que la loi a prévu pour le Gabon 2026? Déjà, en termes de budget, on souhaiterait entendre de votre bouche, ce budget prévisionnel pour 2026 s'élève à combien? Le budget arrêté par la loi de finances de l'année 2026 est arrêté à la somme de 6 368,2 milliards de francs CFA. Très bien. Alors, vous l'avez dit, alors que en Conseil des ministres, donc avant votre passage auprès des deux chambres, je pense en audition, le budget initial était prévu à 7 300 milliards. C'était adopté en Conseil des ministres et il revient donc, il est revenu, vous l'avez dit, à 6 358,2 milliards votés finalement par le Parlement. Qu'est-ce qui justifie cette variation? Est-ce que cela relève finalement d'un petit désaccord qu'il y aurait eu entre l'exécutif et le législatif? Non, pas du tout. Il s'agit effectivement d'un échange qui a lieu lorsque le Conseil des ministres adopte le projet, c'est pour ça qu'on appelle le projet, qui est envoyé au Parlement. Les parlementaires, dans leur grande sagesse, sont en droit, et c'est que la loi leur donne comme orientation, de modifier une disposition que nous avons prévue en Conseil des ministres. Ça peut être une taxe, ça peut être une contribution, ça peut être un budget au niveau d'un ministère sectoriel, mais ça peut être au niveau de l'investissement. Et dans la loi 2026, la seule différence qui a été conçue entre ce que le Conseil des ministres avait arrêté et le budget, c'est au niveau de l'endettement. Parce qu'il ne vous a pas échappé que notre budget d'investissement, il est conçu par d'abord les recettes générées par nous-mêmes, ce que nous appelons les recettes propres. Par nous-mêmes, c'est-à-dire, il faut que les Gabonais comprennent bien. Par l'État. D'accord. Par l'État. Et on développera donc tout à l'heure. Nos recettes s'appellent les recettes directes, c'est-à-dire les recettes issues des impôts, les recettes issues des douanes, les recettes issues de l'activité pétrolière, minière, forestière, ce qu'on appelle les recettes propres. D'accord. Mais ces recettes propres doivent financer des activités. Dans ces activités, nous avons 4 postes qu'il faut financer. 4. À savoir? La masse salariale, le fonctionnement de l'État, la dette et l'investissement. Il y a 4 postes. D'accord. Il faut que nos recettes, à nous, couvrent l'ensemble de ces 4 postes. C'est que le gouvernement a décidé, vu le retard en termes d'investissement, la notion qui a été retenue pour nous, c'est de dire que notre investissement doit être financé par de l'endettement. Et que nos ressources propres doivent couvrir les 3 premiers postes dont j'ai cité, c'est-à-dire la masse salariale, le fonctionnement de l'État et la dette. Nous ne souhaitons plus que le Gabonais au Gabon aujourd'hui aille s'endetter pour payer la dette. Nous ne voulons plus que le Gabon aille s'endetter pour payer ses salaires. Nous ne voulons plus que le Gabon aille s'endetter pour payer son fonctionnement. Dès lors que ces 3 chapitres sont sanctuarisés par nos propres recettes, qu'est-ce qu'il nous reste? L'investissement.
Et comme jusqu'à présent, l'investissement au Gabon était, il faut le dire, n'ayons pas peur de mots, une variable d'ajustement, nous sommes sortis de la logique de la variable d'ajustement pour avoir maintenant un budget qui soit volontariste. Est-ce que le Gabonais peut avoir une idée de ce que vous entendez par variable d'ajustement? La variable d'ajustement, c'est l'arithmétique simple. Vous prenez le total de vos recettes et vous déduisez tous les dépenses dont je parlais là. D'accord. Donc, si vous faites cette arithmétique, d'après les chiffres que je vous donner, entre le montant des recettes propres et les dépenses des 3 premiers postes, dont j'ai dit tout à l'heure, la variable d'ajustement, c'est 95 milliards de francs CFA. Le Gabon ne peut pas se suffire à 95 milliards d'investissements. Donc, nous avons donc décidé, de manière volontariste, que nous devons mettre un budget conséquent pour l'investissement. Et donc, au début, le Conseil des ministres avait indiqué 3 000 milliards, et je vous expliquais pourquoi 3 000 milliards. Les parlementaires ont estimé que 3 000 milliards était peut-être un peu trop pour revenir donc à 2 000 milliards. Voilà la seule différence entre le budget qui est parti du Conseil des ministres et le budget qui a été adopté par les parlementaires. Donc, les lignes budgétaires qui ont été touchées finalement par cette variation de 7 000 à 6 000 concernent ce que vous l'avez dit. Une seule ligne, l'investissement. Voilà. Donc, le niveau d'investissement est passé de 3 000 milliards à 2 119 milliards. Voilà le montant. Mais avec justement des recettes propres fixées à 4 153,9 milliards, comment le gouvernement compte-t-il atteindre les 6 358,2 milliards justement votés par le Parlement? Mais parce que vous faites là aussi de l'arithmétique, vous additionnez les recettes propres à l'endettement. D'accord. Les recettes propres... Et vous arrivez, si vous avez 4 000 milliards de recettes, vous avez 2 000 milliards d'investissements, vous arrivez aux 6 000 milliards. Justement, ces recettes propres, elles augmentent ou elles diminuent par rapport à les recettes propres? De combien? Là aussi, la particularité du budget 2026, nous sommes partis du principe, vous avez entendu parler d'un budget base zéro. Parce que lorsque vous comparez le budget 2026 à 2025, oui. Vous avez des pourcentages qui sont trop forts et qui peuvent faire peur à nos concitoyens. C'est pour ça que nous sommes partis sur un budget de base zéro. Budget base zéro, c'est-à-dire nous prenons une feuille blanche et l'on voit quelle est la capacité du Gabon et des Gabonais à travailler. Alors, il n'y a pas eu, on va dire, opposition, mais ajustement entre le législatif et l'exécutif par rapport finalement à cette variation. Est-ce que ce n'était pas aussi par rapport à certaines critiques, les populations, les critiques qui disaient que ce budget était irréaliste? Celui de 7 000 milliards au départ? C'est normal. Qu'il était excessif et irréaliste. C'est normal. S'il n'avait pas été inquiet, je serais moi-même inquiet. D'accord. Et c'est parce qu'ils sont inquiets que nous sommes rassurés. Parce que quand le pays est habitué à un budget 3 000 et 4 000 milliards, lorsque vous sortez un chiffre de 6 000 ou 7 000 milliards, logiquement, la réaction est celle-là. Et je comprends. Et c'est normal. Lorsque vous êtes dans ce modus dit de changement, il est normal que nous puissions, au niveau du gouvernement, accompagner ce changement-là. Et c'est normal aujourd'hui. Imaginez-vous, pour parler simple, le chef de l'État a été élu sur un projet de société. Ce projet de société, il a été évalué. Les Gabonais ont fait confiance au chef de l'État. Et il a été bien élu. Il a été bien élu. Donc, crédible. Tout à fait. Mais lui, ce n'est pas le gouvernement, monsieur le ministre d'État. C'est son gouvernement. C'est lui qui a été élu. C'est son gouvernement. D'accord. Le gouvernement que nous avons a le bonheur de suivre les orientations du chef de l'État, puisqu'il en est le chef. Donc, nous ne sommes que les 7 bras séculiers pour réaliser ce que lui veut. Tout à fait. Et ce qu'il a promis aux Gabonais. Nous ne sommes que pour accompagner ce mouvement-là. Et à partir de là que le budget, son projet de société a estimé que nous avons, au niveau du gouvernement, évalué à près de 10 000 milliards de francs CFA, nous avons pensé légitimement que nous pourrions réaliser ce budget en 5 ans. Puisque le mandat, il est de 7 ans. Tout à fait. Nous avons pris sur nous de dire on va réaliser ce budget sur 5 ans. Sur 5 ans. Parce que nous avons la conviction qu'ayant réalisé ça sur 5 ans, les dernières années du magistère de président seraient beaucoup plus dans le social.
Les 2 dernières années. Les 2 années. Et donc, partant de là, il fallait bien que la première année soit l'année de motivation qui nous permette d'engager la machine. Vous savez, lorsqu'un avion décolle, il faut que la première année, vous mettez la première vitesse soit assez forte. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'un budget de 3 000 milliards aurait été suffisant. Mais nous comprenons la prudence des parlementaires de le mettre à 2 000 milliards. D'accord. Allez, on va se retourner un tout petit peu du côté de Madame le ministre de la Planification. Lorsqu'on parle de la conception d'un budget, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de calculs, parfois incertains. Comment les hypothèses de croissance économique, cours du pétrole, etc., on parle là de macroéconomique, ont-elles été établies pour garantir le réalisme finalement de ces prévisions budgétaires? Parce qu'il faut un certain réalisme. Absolument, merci. Peut-être avant d'aller au réalisme des prévisions budgétaires, je pense que pour continuer sur ce que vient de dire le ministre d'État, le budget d'investissement est ambitieux, c'est clair. Nous avons aussi conscience que c'est un budget qui va mettre de la pression sur notre système. Et là, je parle de système financier, je parle de logistique. C'est une ambition que nous assumons et que nous avons voulu, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État. Nous pensons que c'est un test déterminant en cette première année de quinquennat, première année de septennat. Nous ne pensons pas que les choses vont être faciles, mais il faudrait que nous sachions quelles sont nos limites, en même temps que nous mettons en œuvre des systèmes qui vont permettre de l'huiler et que la deuxième année soit beaucoup plus facile que la première. Nous avons, et vous avez posé des questions quant au réalisme de ce budget, je pense que nous avons un certain nombre de leviers sur lesquels nous pensons pouvoir nous appuyer. Monsieur le ministre d'État en a évoqué plusieurs, mais le tout premier, c'est quand même que nous avons un objectif précis. Le gouvernement travaille de manière coordonnée et nous avons une base très claire des résultats que nous voulons atteindre au bout des 5 prochaines années et nous établissons ces résultats année après année. C'est important parce que ça nous permet d'éviter au maximum de la dispersion dans nos efforts et dans nos investissements. Mais ça, c'est la procédure normale. Normalement, tout gouvernement, quelle que soit l'époque, devrait procéder de cette manière. C'est comme ça que ça devrait procéder, mais vous allez me ramener à la pertinence d'avoir un ministère de la planification. Tout gouvernement devrait... Ça n'existait pas. Ça n'existait absolument. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de perspective à long terme, des projets structurants ne se font pas en 1 an. Ils se font en 2, minimum 3, 4 ans. Et donc, il est important de savoir, en dépendant de là où vous voulez être dans 3 ans, qu'est-ce qu'il vous faut avoir comme objectif ou comme résultat la première année. Il faut que ce séquençage soit méthodique. Et on n'a pas forcément pris souvent le temps de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que des gens parlent d'éléphant blanc. On a commencé à construire une école et l'école n'est jamais finie. Ou alors, on a fini l'école puis on se rend compte à la fin qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il faut rattraper ou qu'il n'y a pas d'élèves dans la zone. C'est juste pour prendre un exemple qui montre que nous n'avons pas forcément appliqué cette méthode. Le deuxième levier, je pense, sur lequel nous avons travaillé, et ça, sur lequel nous travaillons, et ça, c'est également important, c'est que nous sommes en train de mettre en place plusieurs mesures pour améliorer l'utilisation des finances publiques. Le ministre d'État a fait allusion à ça et je pense qu'il aura l'occasion de revenir un peu plus dans les détails. Et nous en parlerons justement tout à l'heure. Absolument. Nous avons également mis en place un système au ministère de la Planification pour fluidifier le processus de gestion des investissements publics. L'avantage que nous avons en ayant une planification à moyen terme de nos interventions, c'est que nous pouvons également voir quels investissements doivent être financés sur fonds propres, lesquels doivent être financés à partir de financements extérieurs, lesquels doivent être financés à partir avec le secteur privé, lesquels vont faire partie d'un arrangement PPP, c'est-à-dire un partenariat secteur privé, secteur public. Il y a toute une séquence comme ça que nous avons mis en place pour pouvoir assurer
comment dire, le réalisme de notre budget. Nous sommes convaincus, et je vais finir par là, si vous permettez, qu'en combinant ces différents leviers, nous pouvons nous permettre d'avoir un budget à la fois ambitieux, réaliste, et surtout qui a un impact sur les populations. L'impact sur les populations ne se construit pas comme ça. Et je voudrais finir là-dessus. Lorsque vous dites que nous sommes en quête de crédibilité, je pense que nous construisons sur les 2 années de transition que nous avons eues. Les inaugurations... Madame, et la légitimité, il semblerait que ça vous ait un tout petit peu heurté, mais ça allait dans le sens que la crédibilité, on juge le maçon au pied du mur. C'est à travers toutes les actions, les actes que le gouvernement pose nous la consolidons. Dans le sens de la vision, justement, de celui qui a été élu par les populations. Je pense que nous la consolidons parce que les populations lui ont fait confiance. Maintenant, nous devons asseoir effectivement cette crédibilité-là, cette légitimité-là. Mais maintenant, en matière de crédibilité, je voudrais quand même me permettre de rappeler aux populations gabonaises que toutes les inaugurations qui se font, ce sont des Gabonais qui ont travaillé dans ces chantiers. Ce sont des services qu'on rend. C'est l'opportunité de produire en fait du travail pour une grande partie de la population. C'est l'opportunité de donner à plus d'enfants d'aller à l'école dans de meilleures conditions. J'étais à Franceville récemment, j'ai visité en fait la réhabilitation de l'hôpital Amissa Bongo. Honnêtement, les infrastructures que j'ai vues dans cet hôpital montrent quand même que nous arrivons à une certaine qualité dans les services. Et ce n'est pas qu'à Franceville, ça fait partie d'un projet avec l'Agence française de développement qui a reconstruit des hôpitaux dans plusieurs provinces, dans villes et provinces. Je pense qu'il est important qu'on en parle. Donc, la légitimité ne viendra pas du jour au lendemain. C'est un processus et nous sommes très lancés là-dessus. Et tout comme certainement que ça ne viendra pas du jour au lendemain qu'une bonne masse de la population ressente finalement dans son quotidien que son mode de vie est moins précaire. On va le dire comme ça. Vous parliez d'objectifs et c'est important, objectif de croissance. Quel est l'objectif de croissance que le gouvernement se fixe ou s'est fixé pour 2026 et quels sont les secteurs finalement qui devraient être les principaux moteurs de cette croissance? Je vois que Madame la ministre, la planification. Alors, regarde, Monsieur le ministre d'État. Tout à fait. Si vous permettez. En termes d'objectif de croissance? L'objectif de croissance pour l'année 2026, c'est 6,5%. D'accord. Alors, il faut comprendre d'où nous venons. Jusqu'à présent, nous avions des taux de croissance de 2, 2,7 et tout le monde se complaisait avec cela. Mais il y a un élément important qu'il faut savoir, c'est le taux de croissance de la population gabonaise. En moyenne, la population gabonaise croît de 3%. Quand vous avez une croissance qui est inférieure au taux de croissance de la population, vous ne vous enrichissez pas, vous vous appauvrissez. Bien sûr. Donc, peu importe les actions pour mener, peu importe le niveau d'investissement, tant que le taux de croissance n'est pas au-dessus du taux de la population, vous n'avez rien fait. Et comment réajuster cela? Eh bien, c'est pour cela, le budget de 26, après l'engagement de dire, nous allons pour 6,5%. Mais comment on obtient ce pourcentage? C'est par le niveau d'investissement. Vous avez 2 choses en économie qui peuvent vous créer de la richesse dans un pays. Soit c'est la consommation, ou alors l'investissement. Mais quand nous regardons le côté consommation, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme ce qu'on ne produit pas. Donc, si nous augmentons la consommation, ben on enrichit nos importations. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous reste? Et dans une moindre mesure, la dette aussi, quand même, non? Non. Non. Mais après, vous avez les investissements. Et donc, les investissements, c'est ce qui va créer la richesse dans nos pays, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous construisez les hôpitaux, vous construisez les écoles, vous construisez les ponts, les immeubles, les routes. Donc, tout ça, ça crée maintenant de l'activité dans le pays. D'accord. Si ça crée de l'activité dans le pays, vous créez de la croissance dans le pays et ça retombe au niveau de nos concitoyens. Mais quels sont les secteurs qui devraient être justement les principaux moteurs de cette croissance? Je vous ai dit que pour la nouveauté de ce budget 2026, c'est quand même quelque chose que les Gabonais doivent savoir. Expliquez-leur alors. Alors, je vous explique. Comme dans une entreprise, le chef de l'État a pris sa plume et nous a instruit sur un plan d'action. Vous avez le projet de société, mais vous avez le plan d'action de l'année 2026. Tout à fait clair, il écrit. Tout à fait. Vous, gouvernement, voilà ce que je veux, voilà qu'on voulait faire. Et il a retenu 7 actions. 7 actions. 7
axes, pour ne pas dire piliers, pour ne pas confondre avec les piliers du produit de société. 7. Premier, c'est l'eau, l'électricité. Tout à fait. L'arrêté. Le deuxième, c'est tout ce qui est éducation et formation. Troisième, c'est la santé et les affaires sociales. D'accord. Le quatrième, c'est l'habitat, le logement. Le cinquième, infrastructure numérique. Le sixième, industrialisation et entrepreneuriat. Et le septième, l'agriculture. Donc 7. Donc nous ne sortons pas de ces 7 axes-là. Donc notre croissance doit être bâtie sur les 7. Et là, il a fait, comme tout chef d'entreprise le fait au début de chaque année. Voilà, cette année, toutes les actions doivent être portées sur les 7 axes que le président de la République a définis lui-même. Donc, le budget d'investissement qui a été mis en place doit obéir à cette logique de ces 7 piliers ou ces 7 axes. Alors, vous parlez justement de cette croissance de 6,5% et vous parlez également du niveau d'investissement public qui s'élève à quoi 2119,2 milliards de francs CFA en 2026. C'est ça. Alors, cela permettra-t-il réellement de soutenir cette croissance que vous annonciez à 6,5% et de réduire durablement le chômage? Alors, il faut comprendre que quand on parle d'investissement, vous avez deux acteurs majeurs dans l'économie. Vous avez le secteur privé, vous avez le secteur public. D'accord. Les 2000 milliards, ça c'est le secteur public. Mais vous avez le secteur privé qui, lui, aujourd'hui, investit plus, sinon au même niveau. Donc, quand vous additionnez les 2 niveaux d'investissement, nous sommes persuadés qu'on va atteindre donc, ce niveau de croissance de 6,5% que j'estime être peut-être le niveau minimum qu'on pourrait faire. Mais comment atteindre cela avec un budget d'investissement plus bas que le budget de fonctionnement? Vous savez, tout à l'heure, je vais peut-être laisser ma collègue. Oui, cette question était adressée à Madame la ministre de la Planification. Okay. Oui. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier les montants qu'on investit de la stratégie qu'on met en œuvre pour utiliser les montants investis comme levier de développement. C'est 2 choses différentes. Par exemple, tout à l'heure, le ministre d'État est en train de vous parler des axes prioritaires. Mais lorsqu'on regarde comment est l'architecture de notre budget, vous verrez qu'on a à peu près 13%, ce qui est le plus gros dans les infrastructures routières, parce que nous avons de gros problèmes d'accessibilité. Et les routes, pour nous, ce n'est pas juste la route, ce sont des moyens de booster notre économie. Donc, oui, nous pensons que nous pouvons le faire pour 2 raisons. La première, c'est que nous mettons en place un système qui va nous permettre de nous assurer que tout ce qui représentait des risques ou bien des freins à l'utilisation optimale de nos ressources va être gérée. Et là-dessus, je voudrais parler en termes d'investissement de 2 instruments que nous mettons en place, le système de gestion des investissements publics et le système de gestion des finances publiques. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais le deuxième aspect qui est un chantier sur lequel le ministère de la Planification travaille actuellement, c'est sur le rebasage de notre économie. Quand nous parlons de taux de croissance, nous savons aussi une chose, c'est que les comptes nationaux du Gabon n'ont pas été revus depuis plusieurs années. Donc, nous avons des pans importants qui se sont rajoutés, notamment en matière d'infrastructures. On voit toutes les infrastructures qui se développent dans le pays depuis le début des 2 dernières années. Et on espère que ça va durer. On espère que ça va durer et c'est fait pour durer. Mais pour l'instant, c'est clair que ça va avoir un impact sur notre niveau de croissance et sur notre PIB. Nous regardons tout ce qui est numérique. Donc, le rebasage des comptes nationaux va déjà nous permettre d'avoir une réalité de la valeur de notre économie qui, nous le pensons, est sous-estimée aujourd'hui. Donc, il y a vraiment 2 éléments qui, je pense, si nous utilisons savamment ces 2119 milliards d'investissements et nous nous assurons d'avoir une appréciation réelle de notre économie, honnêtement, je pense que ça, c'est déjà 2 instruments qui devraient nous permettre d'y arriver. Alors, puisque la planification, c'est votre domaine, revenir peut-être sur ce qui a conduit à réajuster la prévision de croissance de 2026, de 7,9% à 6,5%.
Alors, le ministre d'État a fait allusion déjà au fait que c'était une enveloppe qui a été mise à la disposition des membres du gouvernement qui gèrent donc les pans sectoriels du projet de société du chef de l'État. C'était une enveloppe budgétaire, donc c'est ce qu'on nous avait donné comme possibilité. Maintenant, il y a eu, du moins du côté du ministère de la Planification, un certain nombre de discussions que nous avons eues avec les parlementaires. Le budget était ambitieux et ils ont tenu à ce que ce budget soit aussi sincère. C'est un terme technique qui veut que lorsqu'on prévoit un investissement, l'investissement doit être prêt à être mis en œuvre. Il faudrait que nous ayons une idée de ce que va être cet investissement et que nous ayons fait des études de faisabilité qui nous permettent d'avoir tout le contour du projet d'investissement que nous voulons faire. Et c'est vrai qu'en étant ambitieux, parce que nous avons envie d'aller vite, nous n'avons pas, et là quand je dis nous, c'est au niveau des secteurs, nous n'avons pas forcément tenu compte du fait que certains projets étaient importants, qu'ils étaient urgents, mais qu'ils n'étaient pas forcément matures pour être mis en œuvre. Donc, ce sont des arbitrages que nous avons faits, mais ça ne veut en rien dire que nous avons revu à la baisse notre ambition. Je voulais quand même le clarifier. Je peux préciser sur l'ambition. Je vous en prie. On n'a pas revu à la baisse l'ambition. D'accord. Quand on parle du niveau d'investissement, on parle de la soutenabilité de la dette, puisque nous avons défini que nos investissements seront financés par la dette. Et comme a dit le ministre de la Planification, est-ce que nous avons aujourd'hui suffisamment des études prêtes pour démarrer en 2026 ? Et comme nous savons habituellement que les études sérieuses, il faut passer 3-4 mois qu'est-ce qu'elles soient faites. Si nous n'avons pas commencé les études maintenant et qu'on les démarre au mois de janvier-février, on a déjà perdu l'année. Donc, c'est un arbitrage que les parlementaires ont estimé. Il faut dire, écoutez, on n'aura peut-être pas suffisamment de moyens de faire toutes ces études-là. Gardons-nous d'afficher un gros montant, mais limitons-nous aux 2000 milliards. Ce n'est pas un problème de soutenabilité de la dette. C'est beaucoup plus un problème de capacité pour nous de réaliser toutes ces études en un temps aussi record. Et vous remarquerez dans les dotations budgétaires, pour la première fois, le ministère de la Planification a une dotation de plus de 150 milliards pour réaliser uniquement les études. Parce que jusqu'à présent aussi, c'est un peu l'incongruité de nos systèmes, les études étaient réalisées par les opérateurs économiques eux-mêmes. Et là, nous avons modifié le système. C'est le Gabon qui réalise ses études, qui en est propriétaire, et qui lancera ses appels d'offres. Et les opérateurs économiques répondront selon les appels d'offres sur la base des études conçues par nous-mêmes. D'accord. Et à partir de là, le système sera bien huilé. La première année, comme je disais tout à l'heure, ça va être un peu difficile, mais après, le système sera tellement huilé que nous pourrons légitimement revenir à des budgets d'investissement encore beaucoup plus élevés. Beaucoup plus. Alors, en attendant, Monsieur le ministre d'État, de nous parler un tout petit peu de la structuration du budget de 2026, je ne sais pas si vous aviez répondu à cette question. Les recettes propres, finalement, augmentent ou diminuent-elles par rapport à 2025 et de combien, si c'est évalué? Quel serait le niveau de sensibilité des recettes à une baisse ou à une hausse du prix du baril? Parce qu'on sait que nous sommes très dépendants de cette affaire-là, le pétrole. Alors, je vous ai dit que nous nous gardons de nous comparer par rapport aux années précédentes. Parce qu'on va afficher les pourcentages qui font bien. Mais ce que nous souhaitons faire, et nous avons décidé de le faire ainsi, sur les instructions du chef de l'État, c'est que toutes les recettes, toutes les ressources du Gabon ne doivent échapper au trésor public. D'accord. Tout ce qui est dû à l'État doit être reversé au trésor. Orthodoxie financière. C'est un principe qui ne doit échapper à personne. Et donc, tout le monde doit savoir, tous les Gabonais doivent savoir. On a l'impression quand même que ce principe, pour l'instant, a du mal à se mettre en place. C'est normal parce qu'on débarre. Donc, nous disons à tout le monde, tout ce qui générait de recettes
Tous ceux qui avaient l'habitude d'avoir des caisses parallèles, cette situation, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et que la seule caisse de l'État, c'est le trésor public. Donc ça, c'est le principe qui est retenu. À partir de là, nous avons, comme je vous indiqué, nous avons 4 sources de recettes. Tout à fait, vous l'avez indiqué. La première, c'est tout ce qui est pétrole. Et le pétrole, il dépend de la quantité produite, du cours du dollar, puisqu'il va dans le dollar, et du prix du baril de pétrole. D'où la question sur la sensibilité, justement. Et cette sensibilité, c'est hausse du prix du pétrole. Nous, on a pris un prix moyen. Un prix moyen qu'on a pris en échangeant avec les opérateurs du secteur. Et ce prix, aujourd'hui, convient plus ou moins à l'ensemble de l'industrie pétrolière. D'accord. Et quand on a défini le montant au niveau de baril, on se tourne un peu vers les financiers pour voir un peu qu'est-ce qu'eux estiment être le niveau raisonnable du cours du dollar. Et quand on fait la multiplication, on a déjà le premier niveau de nos recettes. D'accord. Le deuxième niveau, sont au niveau des impôts. Tout citoyen gabonais, je le dis, tout citoyen gabonais doit savoir que l'impôt est un acte citoyen. Là, on rentre dans les recettes non pétrolières, c'est ça? On est toujours dans le... Toujours pétrolière. On n'est plus pétrolière. D'accord. On est maintenant les taxes directes. Tout citoyen, tout opérateur doit savoir que l'impôt est un acte citoyen. Tout ce que nous thésaurisions par le passé, toutes les poches que les uns les autres mettaient de côté, ça c'est terminé. Dans le cadre de la Ve République. Et donc les impôts vont recouvrer la totalité. Puis vous savez que l'impôt au Gabon est déclaratif. Donc, comme c'est déclaratif, à un moment donné, il faut s'ajouter une petite dose de contrôle. Donc, on viendra plus souvent chez vous, mesdames, messieurs les opérateurs économiques, mesdames, messieurs les concitoyens gabonais, on viendra un peu plus souvent chez vous pour nous assurer, pas pour contrôler, pour nous assurer que vous avez réellement, je dirais, contribué à la caisse d'assurance. Donc, c'est au niveau de... Tout en sachant que la culture de l'impôt n'est pas encore tout à fait gabonaise. Et c'est ça que nous faisons. La culture de l'impôt. La culture doit nous habiter tous. Le Gabonais a l'impression que ça lui retombe dessus, c'est-à-dire que c'est souvent le moins nanti qui est astreint à... Non, ce n'est pas le cas parce que la loi de finances 2026 n'a pas alourdi la pression fiscale. D'accord. Donc l'impôt reste le même. Il n'y a pas de pression fiscale qui a été rajoutée au niveau des opérateurs économiques. Il y aura plus de vérification. Je dirais pas plus de contrôle, c'est plus d'orthodoxie, que chacun d'entre nous puisse payer l'impôt comme ça se doit, parce que nous ne pouvons pas ne pas payer l'impôt, et nous, l'être encore les premiers à demander la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, ainsi de suite. C'est un peu anachronique, vous voyez, non? Donc, ce que nous souhaitons au niveau des impôts, c'est que chacun d'entre nous puisse s'acquitter normalement de ce qui est prévu au niveau des impôts. Mais qu'en est-il des recettes non pétrolières? Est-ce qu'elles progressent par rapport à... Les recettes non pétrole, c'est ça. Les recettes non pétrole, c'est au niveau des impôts et au niveau de la douane. Et de la douane. Et la douane, là aussi... Est-ce que ça progresse? Ça progresse. C'est ça, par rapport à 2025? Je ne donne pas le pourcentage, je me dis que les chiffres sont quand même assez importants, puisque nous avons cette année, pour la première fois, je vous dirais, battu tous les records au niveau des recettes douanières, parce que tous les cordons douaniers devront être respectés et nul n'échappera à un quelconque cordon douanier pour payer tout ce qui est dû. Pas pour une fois de plus, ce n'est pas une pression supplémentaire, mais on avait l'habitude de passer le cordon douanier sans pour autant s'acquitter de ces choses-là. Donc maintenant, vous payez normalement. Et puis la quatrième source, sont les dividendes de l'État. L'État est aujourd'hui actionnaire de plusieurs entités, sociétés publiques, sociétés privées. Mais ces sociétés aujourd'hui avaient tendance à ne pas payer les dividendes comme il se doit. Donc là aussi, il y a une obligation qui est faite à chaque entreprise de payer les dividendes aux caisses du Trésor. Et que les entreprises qui ne se soumettront pas à la notion de performance, l'État prend la décision soit de les liquider, soit de se retirer. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle que vous nous dites là. C'est l'occasion, une fois n'est pas coutume, de féliciter les impôts
Ah, il faut les féliciter. Les impôts et la douane. Je dois les encourager. Ça veut dire qu'il y a une certaine orthodoxie qui est en train de se mettre en place. Alors, parlons à présent, si vous le voulez bien, Monsieur le ministre d'État, Madame, de la structuration du budget 2026 en termes d'investissement et de fonctionnement. Comment est-ce que ce budget est-il structuré? Est-ce qu'on peut revenir, on peut en dire quelque chose, Monsieur le ministre d'État? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous ai dit, le budget, vous avez 4 lignes à gauche, 4 lignes à droite. On commence par la ligne à droite, c'est-à-dire la ligne de ressources. Je vous ai indiqué que les 4 lignes de ressources, c'est ce que nous appelons donc nos recettes propres, dont le montant, je l'ai dit tout à l'heure, de 3 658 milliards, et sont composés de recettes pétrolières, des recettes des impôts, des recettes douanières et les participations. D'accord. Ça, c'est tout. Je perds moi le côté droit, c'est les recettes. Et puis du côté des dépenses, mais nous avons d'abord les salaires. Et le chef d'État tient à ce que nous puissions garantir aux Gabonais son salaire à la fin de chaque mois. C'est la tradition, nous respectons cette tradition-là. C'est la moindre des choses surtout. C'est la moindre des choses. Et tout opérateur économique doit garantir les salaires de ses employés. Donc, nous garantissons cela. Deuxième chose, nous garantissons le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État, c'est tout ce qui est transfert, tout ce fonctionnement normal au niveau de l'État. Ça aussi, nous garantissons cela. Troisième poste, c'est au niveau donc de la dette. Non, de la dette. Jusqu'à présent, nous avons remarqué, comme je disais tout à l'heure, on s'endettait pour refinancer la dette. Et nous avons mis en place donc un dispositif de faire en sorte que la signature de l'État, et là on peut parler de crédibilité, la signature de l'État soit crédible. C'est lorsque nous nous engageons, lorsque nous posons un acte sur une convention, nous garantissons aux prêteurs le respect des échéances en termes de remboursement. Ça veut dire pour un banquier, le respect à date d'une échéance, c'est quelque chose de très important. Et là, nous nous engageons pour que ce respect-là, cette discipline, soit de mise à partir de 2026. D'accord. Allez, avant donc de rentrer dans l'architecture budgétaire, il y a quand même cette petite question, alors que les prévisions du FMI, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, donc la BAD, situent la croissance du Gabon en 2026 dans une fourchette de 2 à 3%. Quels éléments, finalement, expliquent l'écart significatif avec votre projection nationale de 6,5%? Vous voyez, là aussi, si nous écoutons ces projections, on ne va nulle part. Là, on est resté dans la routine habituelle de 2,5%. Tout le monde est bien content. Mais non, notre gouvernement n'est pas content. Et ce n'est pas l'ambition du chef de l'État. Nous avons un budget qui n'est pas ambitieux. C'est un budget qui est volontariste. Il est volontariste parce que nous savons où nous voulons aller. Et notre objectif, c'est ça. C'est un budget volontariste. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la consommation et l'investissement qui créent la richesse. D'accord. Quand vous avez un budget d'investissement à 90 milliards, effectivement, vous avez le taux de croissance de 2,5. Mais quand vous avez un budget d'investissement de la partie du public de plus de 2100 milliards et que vous ajoutez le budget d'investissement du secteur privé, vous garantissez vos 6,5%. C'est ça la différence entre ceux qui nous regardent et les réalités, ce que vous avez en interne. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je pense que, et le ministre d'État l'a dit un peu, cette prévision, c'est en considérant toutes choses égales par ailleurs. Ils estiment que le Gabon va évoluer de la même façon qu'il a évolué en 2020, 2021, 2022. La routine, quoi. La routine. Et c'est pour cela qu'ils continuent. C'est une estimation de ce que le Gabon va continuer à être. La grosse différence aussi, c'est qu'ils n'ont certainement pas, et c'est normal, c'est sur la base des chiffres, ils n'ont pas tenu compte de ce dont nous avons parlé, du rebasage de nos comptes
nationaux, parce que ces comptes nationaux vont nous permettre d'augmenter notre croissance et d'avoir une meilleure appréciation de notre produit intérieur brut. Ils n'ont pas tenu compte du fait que des efforts sont faits pour améliorer l'efficacité de la gestion de nos ressources publiques. Le ministre d'État l'a dit, nous avons déjà de plus gros revenus des douanes, de plus gros revenus des impôts. C'est en fait des efforts qui sont faits rien qu'en amenant un peu d'orthodoxie et de clarté dans les finances publiques. Rien qu'en le faisant, nous devenons déjà un peu plus riches. Il y a moins de gaspillage. Et ça, c'est des choses dont ils ne tiennent pas compte. Pour eux, le Gabon d'il y a 10 ans est le même que celui de 2026. Et c'est en cela que tout le travail qui est en train d'être fait pour améliorer les conditions de business, en fait, d'affaires au Gabon, va avoir un boost important. Nous savons très bien que nous sommes largement en dessus de notre potentiel. Et c'est ce potentiel que nous voulons justement libérer en mettant en place toutes ces mesures. Mais c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien en train de suivre Gouv Actu, le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement pour que les projets prioritaires du chef de l'État vous soient expliqués de long en large par les membres du gouvernement concernés justement par ces projets prioritaires. Et aujourd'hui, nous décortiquons la loi des finances 2026, un peu plus de 6 300 milliards de francs CFA. Et nous sommes avec le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère, M. Henri-Claude Ohima. Et bien sûr, Madame le ministre de la Planification, de la Prospective, qui assure également l'intérim au ministère du Pétrole et du Gaz, Madame Louise Mvono. Et ces deux membres du gouvernement sont accompagnés par leurs collaborateurs. Alors, Madame le ministre, puisque nous étions avec vous, on va parler un tout petit peu justement des recettes pétrolières. Quelle est la part justement des recettes pétrolières dans le budget 2026? Le gouvernement a-t-il pris des mesures de prudence quand on sait un tout petit peu les fluctuations face à la volatilité des cours mondiaux? Oui, absolument. Vous savez, et le ministre d'État l'a dit aussi, que le prix du baril du pétrole dépend de plusieurs facteurs exogènes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas en fait de la situation de l'économie dans notre pays. Et c'est vrai que la loi de finances 2026 a plutôt pris des mesures conservatrices pour ce qui est du prix du baril de pétrole, puisque je pense qu'il va se situer autour de 65,2 $. C'est du moins les estimations qui ont été faites pour le budget. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais donner la parole peut-être à M. Meignier, qui va donner, ou plutôt M. Yokot, en fonction de la personne qui sera plus à l'aise, pour expliquer un petit peu quelles sont les estimations qui ont été faites dans la loi des finances 2026 pour tenir compte de l'évolution de l'environnement global. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le ministre d'État, merci. Alors, parlons d'abord rapidement des hypothèses. Et quand j'entends hypothèse, la première hypothèse, c'est bien les cours du baril. Alors, Madame le ministre l'a dit, nous sommes en 2026, nous avons une projection de cours du baril de 65,2. Alors, c'est une position conservatrice. En réalité, pourquoi? Parce que il y a des facteurs exogènes. J'entends pas là, mais on peut citer essentiellement 3. Au niveau des États-Unis, nous avons une augmentation des réserves. Il faut savoir que le pétrole qui est produit aux États-Unis n'est pas forcément raffiné aux États-Unis. Les raffineries aux États-Unis importent du pétrole, essentiellement du Canada et du Mexique, environ 70%, et donc constituent des réserves. Et voyez-vous, les cours du baril obéissent à la loi économique qui est connue de tout le monde, la loi de l'offre et de la demande. Donc plus la matière est rare, plus cher elle vaut. Plus elle est abondante, moins chère elle est.
Et donc, au niveau des États-Unis, il y a cette constitution de réserve ce qui fait en sorte que les cours vont avoir tendance à baisser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous parlons des tensions économiques entre les États-Unis et la Chine. Nous suivons tous les informations, l'actualité. Donc, entre les deux, notamment sur la question des terres rares, on va dire ces 17 éléments chimiques qui sont dans le tableau de Mendeleïev, qui ont des propriétés quand même magnétiques particulières. Et donc, la guerre entre ces deux grandes puissances ralentissent en réalité l'économie. On va dire la consommation au niveau notamment de la Chine. Et qui dit ralentissement de la consommation, ralentissement également de l'utilisation du pétrole. Donc, l'économie au niveau de la Chine a tendance à reculer, puisque nous avons moins de consommation. Alors, ce sont les éléments essentiellement qui nous permettent de dire qu'il faut être conservateur. Et au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, les projections des coûts du baril se situent entre 60 et 70 maximum. Donc, sachant aussi que nos bruts ont une décote par rapport au Brent qui est la référence, nous avons mis à peu près une décote d'à peu près 3 qui nous permet d'être un peu conservateur. Ça, c'est le premier élément en ce qui concerne les coûts du baril. D'accord. Merci. C'est bon, merci. Ouais. Alors, Monsieur le ministre d'État, nous parlions de l'architecture budgétaire un tout petit peu. Alors, la loi des finances 2026 prévoit des recettes de 4 144 milliards de francs CFA et des dépenses de 4 611 milliards de francs CFA. Pouvez-vous expliquer aux Gabonais qui nous regardent, en termes simples, on va dire, ce que représentent ces chiffres pour le citoyen gabonais? Alors, ces chiffres, pour me répéter, vous avez... C'est de la pédagogie, monsieur le secrétaire, parce que la finance, l'économie, c'est pas facile. Alors, comme là, on a déjà parlé de beaucoup de recettes, on peut parler un peu de dépenses. Oui, c'est... Hein? On va suivre, on va... Puisque là, on vous a parlé de recettes au niveau pétrolier. Oui. Vous avez les recettes au niveau des impôts, les recettes du niveau douane, au niveau des participations. En fait, on poursuit. On poursuit sur les recettes. Allons-y. Bon, alors sur les recettes, je vais passer la parole au directeur général des impôts pour donner une indication sur ce qui est prévu en matière de collecte des impôts. Collecte des impôts, oui, tout à fait. Bien, merci Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre. Au niveau de la Direction générale des impôts, justement, par rapport à la loi de finances justement 2026, c'est 1545 milliards normalement qui devraient être collectés. Pour 2025, rapidement, c'est 1156 milliards. Et nous sommes à peu près déjà à plus de 80% de collecte par rapport à l'objectif annuel. Et donc, pour 2026, avec cette collecte-là, normalement, il faut s'attendre, comme Monsieur le ministre d'État l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de pression fiscale là-dessus parce qu'il n'y aura pas tellement de nouveaux impôts, on va dire ainsi. Il y aura plutôt, on va plus travailler sur l'élargissement de l'assiette fiscale, justement. On va beaucoup travailler sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faudrait que pour 2026, pour pouvoir collecter ces 1545 milliards, il faudra mettre en place de nouvelles structures. Une nouvelle structure, ça veut dire que nous allons identifier et formaliser le secteur informel. Et pour cela, il faudra mettre en place des centres de proximité. Et nous allons mettre en place justement, et il y a aussi la partie de la digitalisation, avec l'arrivée de la facture électronique aussi, qui va bien sûr produire quelque chose au niveau de nos recettes fiscales. Est-ce que ce n'est pas un travail herculéen, Monsieur le ministre d'État, rendre formel le secteur informel, quand on sait que l'informel... au Gabon, il y a à dire quand même. Oui, il y a à dire, mais comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Il y a surtout à faire. Tout à faire. Mais le plus important, c'est que tout le Gabonais doit savoir que nul n'échappera à l'impôt. D'accord. À partir du moment où tout ça a été dit, l'informel sait qu'il veut payer l'impôt. Et s'il ne paie pas l'impôt, ben on va le traquer, on va le trouver. D'accord. Voilà.
Voilà qui est dit. Alors ça, c'est du côté des impôts, du côté de la douane. Côté de la douane, oui. Merci, Monsieur le ministre d'État. Eh bien, effectivement, la douane, par rapport à ce budget, a une part importante. Et nos recettes, donc les recettes de douanières vont passer à 707 milliards, soit une augmentation de plus de 200 milliards de francs CFA. Et pour atteindre ce niveau de recettes, eh bien, nous avons d'un côté donc élargi l'assiette, notamment par le passage du taux de 2% à 10%, donc des produits du bois sortis des zones économiques. Par exemple, au niveau du coq, ce qui se pratique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque les produits sont fabriqués en coq, quand on met ces produits sur le marché, c'est au taux de 2%. Et là, nous envisageons donc en 2026 de passer à 10%. Au titre donc de l'augmentation, de l'élargissement de l'assiette fiscale, nous avons aussi la taxation des logiciels. Nos logiciels, les logiciels ne sont pas taxés jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous avons une expérience dans les pays voisins. Nous avons déjà fait une étude. On a envoyé nos collaborateurs au niveau de ces pays. Nous aussi, on peut taxer des logiciels. Vous comprenez que très souvent, quand on voit par exemple une clé USB ou bien un disque dur venir, on peut taxer. Mais aujourd'hui, avec les moyens, avec la technologie, on peut, comme ça, de la France au Gabon, télécharger un logiciel sans un coût. Jusque-là, on ne captait pas cette recette. Seulement de la France au Gabon. Donc, bon, c'est un exemple. Ah, d'accord. Oui, un peu partout dans le monde, même en Chine. Donc, nous allons, dans le cadre donc, de l'année 2026, dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, taxer les logiciels. Il y a également la taxe spécifique sur les véhicules d'occasion. Il faut comprendre que pour lutter contre la pollution, il y a une taxation spécifique qui va être donc enregistrée cette année, pendant l'année 2026. D'accord. Toujours dans le même contexte de l'élargissement de l'assiette fiscale, nous avons la taxation sur les vins. Ce n'est pas une nouveauté, c'est plus un aménagement qu'autre chose. Parce qu'il faut dire que cette taxation existait déjà, mais compte tenu des zones d'ombre dans la loi qui instituait cette taxation spécifique, et jusque-là, inapplicable. En 2026, nous avons fait un peu le toilettage. Désormais, on ne tient plus compte de vins de moins de 50 000, plus de 50 000. On a réglé le problème en instituant un taux global de 32%, avec une taxation spécifique donc de 1 750 francs par litre de vin importé. D'accord. Oui. Et également, je le disais déjà dans les couloirs, la maîtrise des exonérations. C'est ce qui va faire en sorte que là aussi, on puisse capter un niveau de recettes important. Ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est que l'exonération est un terme douanier. Il y a des exonérations qui sont déjà prévues par la loi. Par exemple, le code de douane, dans les articles 362, il y a les exonérations qui sont prévues. Il y a aussi certaines conventions bilatérales ou bien certaines lois internationales qui prévoient des exonérations. Mais il faut qu'on en reste là. Il est hors de question que l'on déborde en octroyant cette fois-ci des exonérations exceptionnelles que l'on voyait dans notre écran. C'est-à-dire dans notre système, il y avait ces exonérations qui sont là depuis longtemps. Donc, on a procédé au toilettage de toutes ces exonérations, pour que nous puissions arriver un temps soit peu à une certaine orthodoxie. Une certaine orthodoxie. C'est toutes ces mesures qui vont faire en sorte que nous puissions atteindre le niveau de recettes de près de 200 milliards que j'indiquais tout à l'heure. Je voudrais terminer sur une toute dernière chose, si vous permettez, parce que très souvent on parle de pression fiscale, parce que tout ceci, malgré la maîtrise des exonérations, l'élargissement des assiettes fiscales, il y a un autre élément important, et je ne cesse de le dire, nous sommes une administration de contrôle. Parce que ce n'est pas le douanier qui déclare, ce sont les opérateurs qui déclarent. Ben, sauf qu'à croire que ces opérateurs sont des enfants de cœur. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous allons, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État, parfois visiter les opérateurs pour s'assurer que la valeur imposable
qui est l'élément essentiel dans la taxation, est respecté. Parce que vous entendez un peu partout, on dit que la douane est chère. Ce n'est pas la douane qui est chère, mais c'est la valeur imposable. Plus elle est élevée, plus on va payer les droits des douanes. Donc, le coût d'achat, le coût de transport, ce sont des données exogènes qui ne dépendent pas de la douane. Donc, nous allons contrôler si tel opérateur qui a déclaré que ma marchandise a coûté 10 000 francs, effectivement, est-ce que c'est 10 000? C'est ce travail-là que nous venons faire. Donc, ça, c'est le contrôle que nous allons exercer pour s'assurer de toutes les mesures qui ont été prises. Mais très bien. Monsieur le ministre d'État, voilà. Permettez. Oui, allez-y. Vous voulez revenir sur les impôts? Pour revenir, non, pas sur les impôts. Qu'on fasse un petit c'est pour augmenter les avec la douane. Pour l'augmentation de recettes. Allez, oui. Il y a des termes que nous devons sortir de notre vocabulaire, désormais. C'est-à-dire lesquels? Le mot exonération. Exonération. Comment dit le spécialiste? Exonération, on a bien dit, c'est un mot que Gabonais qui nous suivent en ce moment se demandent même ce que ça veut dire. C'est pas un mot du commun de mortel, je veux une exonération. Non. Quand on dit je veux une exonération, pour le commun de mortel, c'est-à-dire je ne paye rien. D'accord. D'accord? Dans le régime douanier, comme il a si bien dit, il est prévu des mécanismes et plusieurs niveaux de paiement en fonction de la marchandise que vous importez. Donc, conformons-nous à ce qui est prévu dans le texte et nous en sentirons mieux. Il en est même au niveau des impôts. Mais justement, la suspension des exonérations est censée rapporter combien à peu près au budget de l'État? On va pas parler de suppression, on va parler de rester conforme à ce que la loi prévoit en termes d'exonération. Pour moi, le terme est facile. Et là, au niveau des impôts, un autre terme aussi qui est très connu par les opérateurs économiques, c'est la compensation. D'accord. Ce mot aussi, il est désormais interdit en territoire national. On ne compense pas. Parce qu'en comptabilité, on ne compense pas. D'accord. Il faut que ce soit clairement aussi dit, pour que nous puissions parler de la pédagogie. Nous essayons de suivre tous. Au moins, il n'y a pas d'exonération, on se conforme à ce que la loi dit. Il n'y a pas de compensation parce qu'en comptabilité, cette compensation n'existe pas. On ne compense pas des écritures comptables. Et donc, chacun d'entre nous doit savoir que désormais, l'impôt, c'est un acte citoyen. Je dois être fier de payer l'impôt pour le Gabon. Tout à fait. Voilà ce que chacun d'entre nous, au niveau gabonais, doit dire. Mais tout ceci en sachant qu'on ne peut payer qu'à une seule porte. C'est au Trésor national. Il va peut-être falloir trouver une stratégie, comme ça a été le cas avec le drapeau, pour devenir patriotique et... oui, mais je pense qu'on va peut-être féliciter ceux qui paieront régulièrement leurs impôts et qui ne seront pas soumis aux contrôles fiscaux. Mais puisqu'on parle d'impôts, justement, monsieur le ministre d'État, je voulais revenir en matière d'impôts. Quels sont les secteurs d'activité qui vont rapporter le plus de recettes fiscales en 2026 ? La tendance va-t-elle changer comparativement à 2025 ? Non. Aujourd'hui, la structure de notre économie n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est tout le pétrole qui est le premier contributeur. Après, c'est tout ce qui est impôts. Après, maintenant, c'est les douanes. Voilà, notre structure, tant qu'elle n'a pas changé, aujourd'hui, on va dire heureusement, on a encore quelques découvertes, n'est-ce pas, monsieur le pétrolier? Quelques découvertes. Et donc, peut-être qu'on peut passer la parole à M. Meignier, parce que le bassin sédimentaire gabonais présente encore quelques belles perspectives, n'est-ce pas? Merci, monsieur le ministre d'État, madame la ministre. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Merci pour cette question. Il faut éclairer les Gabonais en ce qui concerne les performances de production. Je voudrais d'abord situer le contexte, c'est-à-dire avec 18,4 millions de tonnes en 1997. Cette hausse de production était liée principalement à la découverte de Rabi, qui a été l'une des découvertes les plus importantes de notre pays jamais réalisée jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, cette découverte, ce champ connaît ce qu'on appelle le déclin. C'est que la production a décliné. Et la production nationale du pays aujourd'hui est autour de 218 000 barils. Donc le déclin de notre production est un facteur important. Et les hypothèses de production pour ce qui concerne l'année 2026
qui sont autour de 228 000 barils jour, selon ces prévisions, est basé sur un certain nombre donc, de facteurs. Les principaux facteurs qui ont été pris en compte, c'est le déclin. Le déclin, parce qu'en fait, l'essentiel de la production provient des champs matures qui arrivent donc à maturité et qu'il faille utiliser donc le redéveloppement donc de ces champs, qui passe par des forages, qui passe par l'optimisation de la production, qui passe par des travaux de reconditionnement donc des pluies. Et ce sont ces tous éléments-là qui pourront faire en sorte que nous puissions donc atteindre la prévision donc de production qui a été donc prévue pour ce qui est donc de 2026. Monsieur le ministre d'État a parlé de est-ce qu'on a encore est-ce qu'il y a de l'avenir en matière donc, de pétrole au Gabon. Effectivement, la stratégie qui a été mise en place depuis pratiquement 6 à 7 mois consiste, au regard de ce fort déclin, consiste donc à attirer les investisseurs au niveau du bassin sédimentaire pour faire donc de la recherche, et c'est de recherche qui devra donc conduire au renouvellement donc des réserves. Nous en avons donc le potentiel, et le bassin sédimentaire, il y a de cela 7 mois, était inoccupé de 72%. Et depuis un certain temps, avec l'impulsion, la vision du chef de l'État, du ministre du pétrole, Sostène Nguema, il a été mis en place une nouvelle stratégie qui consiste à faire de la promotion du bassin sédimentaire donc gabonais, à tirer les investisseurs pour que l'exploration soit donc menée. Et c'est ce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous avons donc nous avons fait venir des majors qui n'ont jamais exploré notre bassin sédimentaire. C'est le cas de ExxonMobil, c'est le cas des BP, qui ont manifesté leur intérêt au niveau donc de notre bassin sédimentaire sur un certain nombre donc de blocs. Et nous pensons que si les travaux d'exploration qui vont être donc menés apportent donc leurs résultats positifs, le Gabon pourrait donc se retrouver donc peut-être donc avec un potentiel donc de 1 million de barils par jour. Donc cela veut dire que il y a de l'avenir, parce que il est impensable que dans la sous-région, je prends le cas de la Guinée équatoriale, produit dans l'offshore très profond, le Congo produit dans l'offshore profond, l'Angola également dans l'offshore profond, et qu'au niveau donc du Gabon, qu'il n'y ait pas de découverte dans l'offshore profond. Nous n'en avons pas eu, et nous espérons qu'avec l'arrivée des majors, nous en aurons des découvertes, et l'avenir du Gabon est bien devant nous. Merci. Alors, nous sommes sur les recettes, mais également les taxes. Bien sûr. Est-ce que l'augmentation de certaines taxes, notamment les taxes à l'exploitation du bois sorti d'un coq, est-ce que cela ne produirait pas justement d'effets inverses, c'est-à-dire impacter négativement nos importations? Alors, comme l'a expliqué le directeur général des douanes et des impôts, on est en train de rétablir la justice sociale. Parce qu'il y avait un déséquilibre au niveau des agents économiques, au niveau donc de ces taxations-là. Il y en a qui étaient dans des endroits dits protégés, mais qui dérogeaient à la règle nationale. Alors, je vais laisser la parole au directeur général de douane pour donner la précision, mais il n'y a pas de pression nouvelle. Il faut rétablir la justice au niveau des opérateurs économiques. Ok, merci. Comme le dit si bien Monsieur le ministre d'État, les zones spéciales ont été créées pour un objectif bien précis. C'est pour créer de la valeur ajoutée, pour transformer sur place et exporter. Sauf que... Et ça, voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Sauf que, bon, après, il y a des études qui peuvent être menées et tirer la conclusion. Mais on a prévu quand même un faible pourcentage, donner la possibilité aux opérateurs économiques qui exercent dans ces zones de mettre à la consommation une part de leur production. Mais il faut dire que nous avons aussi des producteurs locaux qui ne sont pas dans la zone, qui mettent sur le marché le produit de leur transformation. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que les produits sortis d'un coq à 2%, ils peuvent le vendre bon marché, contrairement à ceux qui sont installés sur place, qui ont aussi des charges. Il y a des impôts qui passent, il y a beaucoup de choses à faire, si bien qu'ils ne peuvent pas vendre au même prix que ceux d'un coq. Ça, c'est la première chose. C'est pour rétablir ce déséquilibre. Donc, d'où on a pensé, effectivement, valoriser. Parce qu'il faut dire que ces 2% ont été, je peux le dire, peut-être décidés sans
peut-être approfondir les études. Là, nous constatons que laisser les produits sortir de ces zones spéciales à 2%, non seulement nous perdons les recettes, et en plus, ces produits viennent concurrencer de façon illégale ceux qui produisent sur le plan national. Voilà la principale mesure. Oui, madame. L'objectif des recettes est rétablir le déséquilibre entre ceux qui produisent en coque, ceux qui sont installés en coque et les opérateurs économiques qui sont hors de la zone. D'accord. Oui, merci. Je voulais juste dire que dans le budget d'investissement, je sais qu'aussi bien le ministère en charge des eaux et forêts, le ministère en charge de l'économie de la mer, de la pêche, par exemple, ont prévu la mise en place d'un certain nombre de mesures, des brigades ou autres, pour justement limiter toutes les fuites de ces ressources qui existent. Parce que ces ministères, ces secteurs nous ont souvent clairement dit qu'il est possible de générer bien plus de revenus que celles qui génèrent déjà, tout simplement en mettant en place des mécanismes de protection de toutes ces ressources naturelles. Et il y a dans le budget d'investissement un certain nombre d'équipements et de mesures qui ont été prises pour pouvoir limiter le nombre de fuites qui ont un impact effectivement sur les recettes de l'État. D'accord. Et on aimerait savoir également quelles sont les mesures, quelles mesures ont été prises pour renforcer justement la collecte, la TVA auprès des commerçants et autres entreprises. Alors là, ce sont des questions ouvertes maintenant, monsieur le... Mais on va laisser au spécialiste de la TVA. Si, monsieur le ministre d'État. Ben, au niveau de la collecte de la TVA, justement, dès le 2 janvier 2026, l'entrée en vigueur de la facture électronique normalisée de TVA. Donc, c'est une application qui va arriver. C'est une application que nous allons mettre en place pour collecter la TVA, pour une meilleure traçabilité des contribuables. Elle nous permettra justement en temps et en heure de pouvoir bien apprécier la TVA, justement. Ouais. D'accord. Alors, là, aux membres du gouvernement, le gouvernement va faire recours à la dette pour un montant de combien sur 2026 ? Parce que, voilà, c'est bien connu, l'endettement est nécessaire, quelque part, toujours. Est-ce qu'on a une estimation, une évaluation à la hauteur de combien, à peu près, le gouvernement va-t-il avoir recours à la dette, qui est une stratégie pour 2026 ? Alors, je m'aimerais quand même lever d'équivoque parce qu'on se fait peur avec la dette. La dette fait peur, effectivement. La dette fait peur. Mais pourquoi la dette fait peur ? Je vous ai dit au début que l'État est aussi un opérateur économique. Est-ce qu'entre nous, quelqu'un d'entre eux peut payer son véhicule avec son salaire mensuel? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut construire sa maison avec son salaire? Bon, salaire, non, mais prime, on a entendu récemment qu'il y en a qui pouvaient. La réponse est non. Je parle de salaire. D'accord. La réponse est non. Mais l'État, c'est pareil. L'État ne peut pas engager son programme d'investissement exclusivement avec ses recettes propres. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul pays au monde qui le fait. Donc, il ne faut pas que nous, Gabonais, nous ayons peur de ces mots, de ce que les autres ont reçus par ailleurs. La problématique de l'endettement, c'est sa capacité à rembourser tous les mois, tous les trimestres ou tous les secteurs, ce que nous appelons le service de la dette. Tant que vous avez cette capacité-là à payer pour cette dette, l'endettement doit pouvoir d'abord enrichir le pays. Et nous le disons de manière un peu triviale, qui paie cette dette s'enrichit. Même si le ministre d'État, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de ce cercle vicieux, du serpent qui se mord la queue et finalement on n'en sort pas? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte légitime justement par rapport à la dette? Mais parce que, comme par le passé, quand vous vous endettez pour rembourser vos dettes, vous êtes dans ce cercle vicieux-là. Et ce cercle que nous ne voulons pas. Pourquoi? Et je vous ai dit au début que notre service de la dette doit être garanti par nos recettes propres. À partir du moment où je rembourse
mon crédit pour mon véhicule avec mon salaire, je ne m'appauvris pas, je m'enrichis. Si je dois rembourser les chantements de mon crédit pour construire ma maison avec mon salaire, je m'enrichis. Jusqu'à présent, malheureusement, disons-le, on a tendance à s'endetter pour rembourser les échéances des anciens crédits. L'endettement n'est pas un problème, je le répète, que les Gabonais le comprennent. L'endettement n'est pas un problème. Mesdames, Messieurs les Gabonais, n'ayez pas peur de l'endettement. La dette, c'est ce qui a enrichi tous les grands pays du monde entier. Et pour cela, le niveau de la dette qui est prévu en 2026, c'est 2000 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe que les parlementaires nous ont autorisée. Et aujourd'hui... Pour une dette qui s'élève à peu près combien? La dette aujourd'hui, on a 8 000 milliards. 8 000 milliards. Voilà. Mais c'est un chiffre c'est une statistique. Oui, et le plus important, pas économistes, forcément. Et le plus important maintenant, c'est parce qu'on nous fait peur. Et comme on a peur, on finit par comprendre que la dette est un problème. Mais regardez les statistiques des pays dits développés. Ils ont une dette également. Quel est leur niveau d'endettement? Vous avez des pays qui ont 200%. Il y en a des pays qui ont 100% de leur PIB en dette. Et pourtant, sont classés A, 2A. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont deux choses très importantes. Premièrement, ils garantissent le service de la dette. Deuxième chose, ils sont endettés majoritairement en monnaie locale. Et ça m'amène à vous parler un peu de notre stratégie d'endettement. D'accord. Dans la stratégie d'endettement que nous avons arrêtée pour 2026, nous avons défini que 60% de notre endettement doit être réalisé en monnaie locale. Monnaie locale, ça veut dire en francs CFA. Le franc CFA, c'est les 6 pays qui constituent notre zone. Nous avons donc la capacité de mobiliser, si je prends 60% de 2000 milliards, je suis donc à combien? 1200 milliards. Je peux mobiliser 1200 milliards sur la zone CFA. Certains préconisaient la sortie du CFA. Est-ce que... Non. Non. Ça, c'est un autre débat. Sortir du franc CFA. Non, c'est pas le débat. C'est un autre débat. C'est pas le débat. Allons-y. Et 40% en devises étrangères. Pourquoi nous ne voulons pas nous endetter plus en devises étrangères? Parce que lorsque vous êtes endetté en devises étrangères, à chaque fois que vous payez une échéance, vous dégradez votre position au niveau de votre balance. Parce que vous sortez des devises pour rembourser vos dettes. Si vous vous endettez en francs CFA et que vous remboursez en francs CFA, vous enregistrez votre secteur financier au niveau national, le secteur financier vous paye les impôts augmentent vos ressources, donc le cercle, il est vertueux. Et ça que nous avons retenu au niveau de la stratégie d'endettement. En plus, nous avons un autre élément, c'est que lorsque nous nous endettons en monnaie locale, nous maîtrisons facilement les taux d'intérêt. Alors que lorsque nous nous endettons à l'extérieur, et beaucoup plus au niveau des marchés financiers, le coût de risque du Gabon, aujourd'hui estimé par ces financiers, entre 8 et 10 points par rapport à la base prévue. Alors que lorsque je m'endette moi auprès des bailleurs de fonds, et ça aussi ça fait partie de notre stratégie, des bailleurs de fonds, j'ai des taux qui sont tout à fait bas par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. On va dans notre stratégie d'endettement. 2000 milliards d'endettement pour financer le programme. Endettement 60% en monnaie locale. D'accord. 40% en monnaie étrangère. Priorité aux bailleurs de fonds et par endettement sur le marché. Si je peux... Allez-y, madame. Merci. À rajouter un élément important, je pense, sur la stratégie d'endettement et peut-être commencer de manière individuelle. En tant qu'individu, on ne s'endette pas pour acheter à manger. On ne s'endette pas pour acheter des vêtements. En tant que pays, on ne s'endette pas pour payer des salaires. On ne s'endette pas pour acheter des équipements. L'endettement doit être productif. Et pourtant, dans les quartiers, il y a des familles
Mais cette Qui ne famille se sont comptent plus dans sur le un bout des cercle, mains. justement, elles sont dans ce cercle. Ils s'endettent vicieux. auprès du boutiquier du quartier. C'est pas l'idéal. Mm. En fait, et c'est pour cela, je pense, lors de nos discussions avec le ministère des Finances, donc en charge de la dette, il y a eu beaucoup d'insistance sur le fait que notre endettement doit produire de la richesse. Nous n'allons pas nous endetter pour tout. Ça doit être de l'endettement pour des projets structurants qui vont nous permettre de générer des ressources et de la croissance. Et à partir de ce moment, je veux dire, si vous vous endettez pour acheter un immeuble en sachant que l'immeuble va vous faire revenir, le retour sur investissement est garanti, la dette n'est pas un problème, quoi. C'est vraiment ça qu'il faudrait que nous parvenions à comprendre et analyser. On s'endette pourquoi? Et voir dans quelle mesure cet endettement peut nous générer des ressources. D'accord. Parlons un petit peu à présent de la diversification. Quel est l'impact de la diversification économique, finalement, dans le niveau de recettes fiscalo-douanières? La diversification, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, notre économie, elle peut se tourner vers les recettes pétrolières. Tout à fait. Et donc, dans la nouvelle stratégie qui a été mise en place... Qu'on va arriver à en sortir, finalement. Oui, il faut le pétrole, c'est bon pour nous. On l'a déjà, il faut le garder. Voilà. Il faut le garder. C'est notre poids pour la soif. Mais il faut diversifier. Mais on diversifie par la transformation. Et la transformation, ça fait partie de nos pôles de croissance que nous avons retenus. Dans ces pôles de croissance, nous avons prévu la transformation de nos matières premières. C'est le premier axe de transformation. Le deuxième axe de transformation, c'est tout ce que nous consommons. Nous consommons ce que la terre produit en termes de transformation. Et le poulet de chair, ça fait partie de cette transformation dont nous espérons pouvoir atteindre l'objectif en janvier 2027. La transformation de tout ce qui est produits vivriers. Donc, sont ces éléments-là. Nous avons 900 km de côte. Il faut que nous puissions arriver à transformer... À faire valoir, bien sûr. Notre poisson. Et donc, nous avons, comme disait Madame la ministre de la Planification tout à l'heure, tous les investissements que nous devons financer ou mettre en place doivent produire des recettes supplémentaires. Lorsque nous allons construire, par exemple, des ports de pêche, c'est pour améliorer la production de poissons. Si vous produisez de poissons, vous avez plus de recettes. Si nous construisons des routes, des ponts, des chemins de fer, c'est pour améliorer la transformation de matières premières. Donc vous avez le pôle de croissance, mais vous avez des piliers opérationnels qui permettent d'alimenter ces pôles de croissance. Voilà la diversification que le Gabon aujourd'hui s'est engagé pour que le pétrole ne soit plus le seul élément contributif de notre budget comme nous le faisons jusqu'à présent. Alors, il y a donc cette diversification en vue qui devrait être un atout. Le DG, le directeur général des impôts, je pense, parlait du secteur informel qui devrait être recadré. Quel est le niveau justement de recettes apportées par la réduction ou le cadrage du secteur informel? Combien cela va rapporter au budget de l'État? C'est vrai que, bon, dire combien ça va rapporter au budget de l'État, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des prévisions justes, mais peut-être approximatives. Non, je pense qu'on ne va pas rentrer dans, dans cette dialectique-là. Pour dire le secteur informel, c'est que nous ne souhaitons pas, et ce que nous ne souhaitons plus, c'est que nul ne doit échapper au système de l'impôt. C'est le plus important. Et le plus important, c'est de dire aujourd'hui, nous avons un système fiscal, nous avons un système douanier, et que tout le monde doit, je dirais, se conformer à ce dispositif-là. Et que sortir de ce schéma fait de vous un délinquant fiscal. Un délinquant fiscal, écoutez, vous avez un contrôle qui vous permet de vous rétablir dans le droit du pays. Voilà ce que je peux vous indiquer aujourd'hui. Nous sommes dans la citoyenneté, nous sommes dans l'orthodoxie, nous sommes dans la régularité, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses comme ça se doit
dans tout pays qui se respecte. D'accord. Alors, finalement, en termes d'économie, quels sont les secteurs qui vont le plus rapporter entre les hydrocarbures, les mines, le bois, la pêche, etc.? Je crois qu'on vous a dit c'est les hydrocarbures. Hein. Les hydrocarbures, le premier contributeur. Ensuite, vous avez les impôts, les douanes et les participations. Voilà les quatre éléments que vous devez retenir. Ce pétrole, c'est les impôts, les douanes et les participations. Voilà. D'accord. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous vous rappelons que vous suivez donc GouVactu, le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement, et nous parlons de la loi des finances. Allez, GouVactu, le MAG tire à sa fin. Nous sommes quasiment, Monsieur le ministre d'État, Madame le ministre de la Planification, quasiment au terme. Il y a une ou deux questions qui nous restent. Relier un tout petit peu finalement cette loi de finances, toutes ces prévisions au quotidien des Gabonais. En l'occurrence, la question du chômage, le problème de chômage qui est important. Qu'est-ce qui est donc prévu pour augmenter l'apport des impôts sur revenus ou sur les recettes de 2026? Alors, impôts et recettes, c'est la même chose. Merci, nous allons le noter. Allez. Comme nous l'avons indiqué, l'État est un agent économique qui doit d'abord se préoccuper de ses recettes. Ces recettes, nous avons indiqué, c'est tout ce qui est produit de ces ressources, c'est-à-dire le pétrole, les minéraux. Ensuite, c'est que les agents économiques payent au niveau de l'impôt et au niveau du cordon douanier en ce qui concerne les exportations. En plus des participations que l'État a dans les différentes entreprises. Ça sont les recettes de l'État. Donc notre objectif, au risque de me répéter, c'est dire que nul ne doit échapper à ce système-là. Que tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, générait ou gérait des recettes, de quelque manière que ce soit, doivent savoir qu'ils doivent les reverser systématiquement aux caisses du Trésor public. Et ces recettes doivent être gérées par un agent comptable public. C'est ça que dit la loi. Et comme nous parlons de la loi des finances, nous sommes les garants de cette loi, de cette orthodoxie. Nous avons donc obligation de le répéter. Et pour le faire, comme notre système fiscal est un système déclaratif, nous allons vous visiter plus que d'ordinaire, pas pour faire de la répression, mais beaucoup plus pour nous assurer que vous respectez les règles et les lois de notre pays. D'accord. Et si nous le faisons tous de manière normale, en bon citoyen gabonais, qui aime son pays, qui aime le vert jaune bleu, et qui a donc ses impôts reversés au Caisse du Trésor, nous pourrons légitimement demander au président et à son gouvernement de réaliser le projet d'investissement pour lequel il a été élu. D'accord. Les grandes mesures présidentielles telles que l'interdiction d'importation du poulet de chair dès 2027, la transformation locale du manganèse, la création de la centrale d'achat dont vous avez si bien parlé au premier numéro, auront-elles un impact sur l'amélioration du niveau des recettes? C'est logique et cela va de soi. Une fois de plus, en tant qu'agent économique, en tant que citoyen normal, tout ce que nous faisons, quand on importe, il faut payer des impôts. Quand on exporte, on a des réserves qui rentrent. Donc l'un dans l'autre, vous avez une amélioration de la situation macroéconomique de notre pays. Mais, je ne sais pas si vous avez une question, mais je voulais vous dire que il faut que nous puissions sortir de cette allégorie de la caverne, comme disait Platon. Tout à fait. Le mythe de la caverne. 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. En pensant que l'illusion qu'on nous a toujours démontrée était la vraie vie. Non. Sortons de cette situation où on nous a toujours enfermés en disant le Gabon, croissance de 2,5, 2,7, c'est très bien pour vous, contentez-vous de ça, rien à voir. Je pense qu'il faut sortir de ce logique.
Et cette caverne qui nous impose aujourd'hui, ce rythme ne convient plus à l'objectif du chef de l'État, qui veut un pays nouveau, un édifice nouveau, comme il dit, avec l'ensemble de ses concitoyens pour bâtir ce nouvel édifice-là. Mais on ne peut pas bâtir ce nouvel édifice si nous ne restons pas concentrés dans ce que nous faisons. Vous savez, en management, on dit les fameux 4 C du succès pour réussir. C'est pour clarté sur le projet de société. C'est pour conviction, c'est que le chef d'État vend tous les matins. C'est pour concentration, ne pas écouter les vents de courant contraire qui peuvent nous distraire. Et le dernier, c'est la cohérence. Donc quand vous avez la clarté, la conviction, la concentration et la cohérence, le succès des 6,7% est à notre portée. Mais à la portée de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises qui nous entendent, qui n'aient pas peur de l'endettement. Ce sont des théories, des mots pour nous faire peur. Vous savez, nous qui sommes des Bantous, quand on veut faire peur aux enfants, on vous amène dans la forêt, on fait bouger quelques fleurs, puis on vous dit, ah tiens, un sorcier, il faut rentrer au village. L'endettement n'est pas un problème pour nous. Ce qui nous apporte, c'est la stratégie que nous mettons en place. Respectons cette stratégie, soyons solidaires autour de l'engagement du chef de l'État. D'accord. Alors, dernière question, et elle vous servira également en guise de conclusion. Je vais commencer par vous, Madame la ministre de la Planification. Les montants évoqués tout au long de cette émission peuvent à juste titre donner le tournis aux Gabonais. Aussi, ces mêmes Gabonais qui nous écoutent et nous suivent en ce moment se posent une question simple. Que peuvent-ils espérer comme amélioration concrète dans leur vie? Et derrière, votre mot de fin. OK, merci. Qu'est-ce que les Gabonais peuvent espérer comme amélioration concrète dans leur vie? Je pense que nous avons beaucoup discuté, parlé d'investissement. Nous avons beaucoup parlé de croissance. Ce sont des mots. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement des infrastructures dont on a parlé et qui représentent 13% du budget d'investissement, il y a des emplois. Il faudrait que nous sachions que derrière ces infrastructures, il y a l'amélioration des services de base que sont les établissements scolaires, que sont les services de santé, que sont... et là, j'aurais peut-être dû commencer par ça parce que c'est vraiment l'effort que nous faisons dans la planification des activités, l'accès à l'eau et à l'énergie. C'est un défi sur lequel nous nous focalisons au cours des prochains mois qui vont, des prochains mois en fait de la prochaine année. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Et peut-être que ce qui va être important également de dire, et ça va être mon mot de fin, nous le disons, nous l'avons souvent dit, et je pense qu'on ne le dira pas assez, les Gabonais vivent un moment particulier de leur histoire. Ils se sont entendus sur le fait que leurs conditions de vie devraient être améliorées. Parce que le ministre d'État a commencé par ça. 95% de Gabonais ont voté pour un projet de société. Il faut qu'on y croie. Et le chef de l'État, d'une certaine façon, il nous a pris au mot. Il mobilise des ressources. Il oblige en donnant une trajectoire orientée vers l'impact et les résultats. Mais nous, chacun d'entre nous, dans la position où nous nous trouvons, devrait savoir qu'il a son rôle à jouer. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, une dynamique importante que nous devons tous porter. Maintenant, en termes d'amélioration des conditions de vie, ce que je dirais, c'est que nous nous organisons pour qu'effectivement, cet engagement, cet impact de régler les problèmes d'eau et d'électricité dans notre pays soit vécu. Nous y travaillons et nous pensons que nous allons y arriver. Cette promesse de limiter l'importation de poulets de chair, c'est quelque chose sur lequel nous nous engageons, nous nous mobilisons afin que nous puissions atteindre ces résultats. On va quand même vous poser la même question. Les montants évoqués tout au long de cette émission peuvent à juste titre faire tourner la tête.
Les Gabonais aimeraient savoir et se posent la question simple, que peuvent-ils espérer comme amélioration concrète dans leur vie? Alors, la réponse elle est simple. Si nous avons un taux de croissance de 7,5%, comment on l'atteint? Ma collègue vous l'a dit, c'est parce que nous allons investir. Si nous investissons, nous allons trouver les problématiques de chômage. Et c'est parce que nous avons lancé des grands travaux. Quand ces grands travaux sont lancés, inéluctablement, les Gabonais auront du travail. Si les Gabonais ont du travail, ils vont améliorer leurs conditions de vie. Les conditions de vie, aujourd'hui, une fois de plus, ce n'est pas en distribuant aux Gabonais, désolé de le dire, un bol de riz tous les soirs. C'est en donnant aux Gabonais du travail. Et ça passe la dignité d'un homme, c'est lorsqu'il a un travail. Et nous nous battons pour que nous puissions réduire le niveau de chômage que nous avons aujourd'hui au niveau du Gabon. Que nous puissions faire en sorte que tous les Gabonais puissent demain avoir un travail. Et c'est la dignité de l'homme que nous voulons rechercher dans ces investissements. Et parce que quand on regarde le succès de tous les grands pays du monde entier, ils l'ont fait en investissant de manière massive. Et c'est l'investissement qui crée de l'emploi. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur le ministre d'État, Henri-Claude Ohima. Merci à vous, Madame le ministre de la Planification. Merci à tous les directeurs généraux qui vous ont accompagnés. Voilà, c'est donc la fin de ce GouVactu le MAG numéro 6, une initiative du secrétariat général du gouvernement afin que les membres du gouvernement, comme c'était le cas ce soir encore, viennent expliciter les projets prioritaires édictés par le président de la République. Et ce soir, nous étions en train de décortiquer la loi des finances 2026. Merci donc au secrétariat général du gouvernement. Si vous avez des propositions, c'est donc à travers les réseaux sociaux du SGG, le secrétariat général du gouvernement. Merci à tous nos partenaires. Merci le Château, le Mobilier. C'est donc grâce à ce partenaire que nous avons ce somptueux décor. Il y a beaucoup de mobilier intéressant effectué le déplacement. Vous ne serez pas déçus. So Concept Store. Merci également la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Merci. Merci à la Direction générale des impôts. Merci à la Direction générale du budget, bien sûr, la Direction générale des douanes et des droits indirects. Merci à BGFI Bank, Comilog et Ramet, Conseil gabonais des chargeurs, à l'OPRAG, la Direction générale de la marine marchande, la Direction générale des transports terrestres. Merci à Multipresse et à l'Agence de relations publiques CMCOM. Et puis bien sûr, merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez chaque dimanche. C'est désormais de coutume, GouVactu le MAG. Merci, bonsoir chez vous.